Je m'appelle Wilson Fage, j'ai 32 ans, je suis un journaliste indépendant, belge de Bruxelles, et ça fait une dizaine d'années maintenant que je couvre les zones de conflit, de post-conflit, avec plutôt un focus sur le Moyen-Orient. À la base, c'est pas la guerre qui m'intéressait, c'était plutôt le Moyen-Orient. Donc j'ai commencé là-bas avec des travaux de fin d'études quand j'étais encore étudiant en journalisme, avec des stages, notamment à L'Orient le Jour, qui est un quotidien libanais francophone. Donc ça, c'était mes premiers pas dans la région. En même temps que mon stage, j'ai fait des premières piges aussi. Et donc, pour la première fois, j'étais payé. Donc c'est là aussi que je suis devenu un professionnel, en fait. Et puis, mon premier vrai terrain, ça a été l'Irak et au moment de la guerre contre Daesh, en fait. Donc là, on arrivait sur un terrain de guerre, mais c'était pas ça mon intérêt premier. Mon intérêt premier, c'était la région, en fait, et surtout ce pays-là, l'Irak. C'est vrai que maintenant, ça fait 10 ans que je fais ce métier et la guerre est devenue un peu ma spécialisation. Parce qu'en fait, en tant que journaliste, couvrir un terrain de guerre, ça demande des compétences particulières. Ça demande de savoir connaître les soins de premier secours, d'avoir du matériel adapté, le gilet pare-balles, le casque, la trousse de soins de premier secours. Ça demande de savoir comment se comporter à un checkpoint, de gérer la relation avec des militaires, avec des groupes non étatiques, gérer les accréditations, l'accès au terrain, la relation avec le fixeur, les traducteurs. Donc toutes ces compétences-là, qui sont spécifiques au terrain de guerre et aux zones de crise, bah, finalement, forcément, je les ai appris et donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire ma spécialité vu que maintenant j'ai acquis ces connaissances-là. Alors à la base, être indépendant, c'était pas tant un choix qu'un peu une forme de dépit, puisque quand je me lance dans le journalisme à l'âge de 22 ans avec mon diplôme en poche, bah, je suis trop jeune et j'ai pas assez d'expérience pour prétendre à un poste de salarié, en tout cas pas pour faire du terrain à l'étranger, et c'est ça que je voulais faire. Donc pour faire ce travail de terrain à l'étranger, il fallait que je me lance en tant que freelance. C'était la seule possibilité. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est vrai que c'est devenu un choix de rester indépendant. J'ai refusé plusieurs fois des propositions de salariat parce que je savais que ça ne me correspondrait pas. Moi, mon métier, pardon, c'est le terrain et uniquement le terrain. Je ne me vois pas du tout être dans une rédaction à Bruxelles ou à Paris et tous les 2 mois partir 10 jours en mission. Je pense que je serais très frustré et pas très heureux, pour être honnête. Et donc j'ai préféré refuser ces propositions pour rester indépendant. Donc oui, maintenant c'est vraiment un choix. Des avantages au niveau de la précarité. Avec des revenus en dents de scie, on n'est pas très bien payé. À chaque fois c'est un combat pour négocier les frais aussi, puisque c'est très cher de travailler en zone de guerre. Entre l'assurance, le matériel, le fixeur, la voiture, etc., etc. On parle de parfois plusieurs centaines d'euros par jour. Et donc à chaque fois se battre pour récupérer des frais à gauche à droite et puis d'être payé au lance-pierre. Là je me faisais la réflexion aujourd'hui, je vérifie un peu l'état de mes finances. Il y a des reportages que j'ai faits en juillet, août pour lesquels j'ai toujours pas été payé. Donc tout ça c'est des désavantages. Mais quand je fais un peu le calcul coût-bénéfice, je m'y retrouve à rester indépendant, même si c'est précaire. Pour les indépendants, peut-être. Je ne pense pas que l'avenir du métier de reporter de guerre en tant que tel soit vraiment en danger, parce qu'en fait, il y en a plein. Enfin, au début de l'invasion russe de l'Ukraine, il y a quand même des milliers de journalistes sur le terrain. Euh, Là, Israël-Palestine, alors pas à Gaza, puisque Israël nous interdit d'aller à Gaza, mais sur Israël et la Cisjordanie, pareil, des centaines et parfois des milliers de journalistes qui font ce travail-là. Donc j'ai pas trop peur pour la survie du métier. Par contre, c'est vrai que le- la- pour les indépendants qui veulent faire ce métier-là, c'est sûr que j'ai pas l'impression que ça va en s'améliorant, quoi. Parce que oui, effectivement, les coûts deviennent de plus en plus prohibitifs, notamment l'assurance. Moi, j'en ai fait l'expérience personnelle. Avant la guerre en Ukraine, une assurance en zone de guerre pour un journaliste coûtait à peu près 50 euros par semaine. Maintenant, c'est 500 euros par semaine, 10 fois plus. Donc moi, concrètement, ça fait 2 ans que je n'ai plus d'assurance, parce que sinon je devrais arrêter ce métier. Parce que je ne peux pas, en plus je suis 6 mois par an sur le terrain, à 500 euros par semaine, enfin vous faites le calcul, ça n'a aucun sens. Donc ça, effectivement, ça m'inquiète. Non, être indépendant, c'est effectivement une liberté totale, parce que je pars
où je veux, quand je veux, sur les terrains que je veux, pour écrire les histoires que je veux. Euh, et en fait, je peux travailler toujours, même si il faut l'accord d'un éditeur pour que mon histoire soit publiée. C'est pas moi qui publie directement. Il faut que le pitch soit accepté, que le reportage soit accepté par un éditeur. En fait, je travaille avec tellement d'éditeurs différents, il y en a toujours un qui va accepter. À moins que je propose des histoires nulles. Mais en fait, maintenant ça fait 10 ans que je fais ce métier, je sais ce que c'est une bonne histoire. Et donc, en fait, même si ça m'arrive encore de recevoir des refus, hein. En marchant pour venir ici, j'ai reçu un mail, c'était le refus d'un pitch. Donc ça m'arrive encore, évidemment, ça c'est normal. Mais c'est pas grave parce que c'est une histoire que j'avais déjà publiée ailleurs. Là, je voulais essayer de la vendre en anglais. Bon, si je n'arrive pas à la vendre en anglais, c'est pas très grave. Ou peut-être que je pitcherai ailleurs. Donc en fait, je trouve toujours un média pour me publier. Donc en fait, oui, la liberté est totale. En général, je pitch avant d'aller sur le terrain, pour pas prendre le risque d'aller sur place et de ne pas vendre. Ben, encore une fois, ce risque, il n'est pas si élevé que ça, parce que j'ai quand même j'ai confiance en ma capacité à pitcher de bons reportages, de bonnes idées. Mais en même temps, c'est nécessaire d'organiser une mission en fonction de commandes concrètes. Donc la première étape, c'est de pitcher, d'avoir des commandes, et ensuite je vais sur le terrain. Et par contre, comme je vais sur le terrain pendant longtemps, les missions que je fais, elles durent entre 3 semaines et 3 mois, donc c'est des longues missions. Je me laisse aussi le temps de trouver d'autres idées sur place. Et là, par contre, effectivement, si je tombe sur un truc, je suis sur le terrain, bah, je le fais. Je ne vais pas attendre d'envoyer un mail et de pitcher pour le faire. Si voilà, j'ai trouvé un truc, c'est intéressant, j'ai envie de tirer le fil, bah, je le fais et après, je peux pitcher par la suite. Donc ça aussi, ça m'arrive. Bah, je pense que le reportage, c'est tout le contraire de la propagande, c'est l'anti-propagande. Euh, Personnellement, ce n'est pas une critique que j'ai déjà entendue, en tout cas pas sur mon travail. Et alors sur la question de l'objectivité, effectivement, ça pose question, sauf que moi, je ne me considère pas comme objectif. Et en fait, je m'en fous, entre guillemets, parce que je fais du reportage. J'écris pas des papiers factuels très secs de dépêche, j'écris pas des analyses, j'écris du reportage. Et le reportage, par définition, est un exercice subjectif. On va chercher des angles très précis, et on va chercher telle et telle personne qui ont des vécus bien particuliers. Déjà, choisir un angle, c'est un choix subjectif. Donc, pour moi, de base, par définition, le reportage est subjectif. Donc, en fait, l'objectivité ne m'intéresse même pas, j'ai envie de dire. Ce qui m'intéresse, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est quoi? C'est de contextualiser ce reportage, de vérifier tout ce qui nous est dit et de ce qu'on relate. C'est d'être sûr qu'on ne cite pas les gens, on ne prend pas leurs paroles et on la décontextualise pas, on ne leur fait pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. On travaille contre nous-mêmes aussi à parfois publier des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord mais qui méritent d'être entendues. Le reportage pour moi c'est offrir des perspectives, c'est de donner à lire, à voir, à écouter des perspectives de personnes particulières dans des endroits précis qui ont quelque chose à dire sur le conflit auquel ils participent ou qu'ils subissent. Si je filme, je ne montre pas tout parce qu'il y a des images qui sont parfois trop violentes, de morts, de blessés. Donc ça, je ne diffuse pas. Par contre, en presse écrite, je peux être beaucoup plus violent parce que j'ai pas envie déjà l'écriture ne montre pas de manière directe. Donc je suis contre l'idée d'euphémiser dans la presse écrite la guerre. Je préfère la raconter telle qu'elle est. Par contre, en photo et en télévision, il faut quand même faire attention. Et après, j'imagine que tu parlais aussi peut-être de questions d'autocensure. Dans vos reportages? J'ai pas trop de lignes rouges, non. Je n'ai pas de thématique que je m'interdis d'aborder. Hum, à part peut-être, c'est pas un interdit, mais c'est pas quelque chose que je cherche à faire dorénavant, tout ce qui touche aux violences sexuelles sur les femmes, par exemple, surtout dans un contexte de conflit, surtout dans des pays conservateurs. Parce que j'ai pu le faire, par exemple, la question des viols des femmes de la minorité yézidi en Irak, qui ont subi un génocide aux mains de l'État islamique en 2014. Donc, beaucoup de femmes avaient été kidnappées et violées. Et donc j'avais fait ces sujets-là et après je me suis dit, est-ce qu'en fait je suis
personne la mieux placée pour le faire, pas sûr. Je suis un homme, on est dans un pays conservateur, la minorité yézidi est en plus elle-même extrêmement conservatrice. On parle de femmes qui ont subi des horreurs sans nom. Je me suis dit, bon, peut-être qu'une. En plus, mon traducteur était aussi un homme, le photographe était aussi un homme. Là, je me suis dit, bon, je pense que mes consoeurs sont mieux placées que moi pour ces thématiques-là. Il y a suffisamment de choses à raconter dans un terrain de guerre. Donc, ces thématiques-là, je ne me l'interdis pas. Si je tombe sur un témoignage fort de quelqu'un qui est prêt à me parler à moi et qui veut partager ça à moi, alors je le ferai. Mais je ne vais pas aller chercher ces histoires-là parce que je crois que je ne suis pas le mieux placé pour les couvrir. Alors oui, d'être en danger, ça arrive malheureusement de manière assez fréquente. J'ai été en danger en Ukraine, j'ai été en danger en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Maintenant, je fais moins de fronts aujourd'hui qu'à mes débuts. Pendant la bataille de Mossoul, par exemple, Mossoul qui était cette grande ville irakienne sous contrôle de Daesh, il y a eu une très longue bataille pour reconquérir cette ville qui a duré 9 mois et que j'ai couvert quasiment de bout en bout. Et donc là, j'étais sur le front de manière hebdomadaire. Aussi parce que j'étais correspondant sur place. Donc je vivais là-bas. Donc mon exposition au risque était beaucoup plus élevée. Maintenant, je vis à Bruxelles. Même si je suis sur le terrain la moitié de l'année, mon exposition au risque est quand même réduite par le fait que 6 mois par an, je suis à Bruxelles. Et quand je vais sur des terrains de guerre, je ne cherche pas forcément à aller sur le front. Je continue à le faire parce que ça fait partie du travail, c'est important de le faire, mais ça correspond à, je dirais, 10 à 20% de mon travail, le front. Et la majorité du temps, je suis à l'arrière, auprès des civils. Si je vais en Ukraine, je travaille beaucoup à Kiev notamment, et pas forcément dans le Donbass sur le front. Et alors sur la question de la gestion de la peur, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Souvent, ce que je remarque, c'est que dans des situations de danger, c'est pas tellement de la peur que je ressens, même si elle est là, c'est plutôt de la concentration. Je pense que c'est l'adrénaline qui fait ça. Tout d'un coup, nos sens sont en éveil, on est très concentré. Et donc parce que ton corps pense à sa survie, il y a quelque chose de très reptilien. Et donc c'est plutôt ça qui prend le dessus, la concentration, plus que la peur. Mais la peur, elle est là aussi, elle est importante cette peur. Il faut avoir peur, parce que c'est comme ça aussi qu'on se protège. C'est comme ça aussi qu'on prend les bonnes décisions pour évaluer le risque, grâce à cette peur. C'est ce qui se dit, oui. Moi, je fais ce métier depuis 10 ans, et en 10 ans, on a toujours été visé parce que journaliste. Mon premier terrain, ça a été la guerre contre Daesh en Irak. Daesh visait spécifiquement les journalistes. On a tous en tête ces images de journalistes français, américains kidnappés, certains décapités dans les vidéos de propagande de Daesh, vêtus de cette blouse orange. Donc moi j'ai toujours connu ça, le fait qu'on était visé de par notre profil de journaliste. Mes aînés, mes confrères plus âgés diraient que c'était moins le cas avant, qu'il y avait ce respect du badge, de la carte de presse. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr que sur Gaza, on voit l'hécatombe au niveau des journalistes palestiniens. Au début de la guerre aussi, on l'a vu au Liban avec des journalistes libanais étrangers qui avaient, selon plusieurs enquêtes, été spécifiquement visés par les forces israéliennes. Donc clairement, ce statut-là ne protège plus, voire fait de nous une cible. Oui, je pense avoir déjà été pris pour cible spécifiquement quand je parle des snipers par exemple, où là c'est pas juste une rafale qui tire au hasard, voilà, on est dans le viseur du sniper qui me vise moi spécifiquement, mais pas parce que moi en tant que Wilson Fash, il a vu quelqu'un qui était de l'autre côté et pour lui tout le monde était une cible. Je parle d'un sniper de Daesh en l'occurrence. Donc je pense pas que... Et à ce moment-là, je portais pas un gilet pare-balles presse, mais un gilet pare-balles de militaire camouflage, justement parce que je savais que Daesh visait spécifiquement les journalistes. Donc à ce moment-là, j'essayais plutôt de me fondre dans la masse. Donc je ne pense pas avoir été visé parce que j'étais moi, Wilson Fash, je ne pense pas avoir été visé parce que j'étais journaliste, mais j'ai été visé parce que j'étais dans le viseur du sniper. Je pense que l'exercice journalistique crée assez automatiquement une distance. Parce qu'en tant que journaliste, on est des observateurs,
mais pas des observateurs passifs, on est des observateurs très actifs. On est là pour filmer, prendre des photos, prendre des notes, prendre des prises de son. Et tout ce travail-là, en fait, notre cerveau est très occupé. Donc dans une scène, je sais pas, disons, je suis dans un dispensaire, une clinique près du front, avec plein de blessés, des enfants, des femmes, etc. Quelque chose de très dur à voir. En fait, je travaille. Je vais prendre note des détails. Si je filme, je dois penser à mon cadrage, à la prise de son, à la luminosité, à la séquence, comment je vais enchaîner ces images. Et tout ça, ça crée une distance. Heureusement d'ailleurs, qui permet en fait de ne pas se prendre tout ça en pleine gueule. Ça crée un filtre, une barrière. Ben, en tant que freelance, cette aide-là, elle ne m'est pas donnée de manière automatique. J'ai des médias, je pense notamment à la RTBF, la radio-télévision publique belge francophone, avec laquelle je bosse depuis quasiment 10 ans maintenant. À eux, si je leur faisais la demande de me payer un psychologue, je pense qu'ils le feraient. Pour le moment, j'en ai pas ressenti le besoin. Faut savoir aussi que je pense que la question de la santé mentale des reporters de guerre a été tabou pendant longtemps, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que ça fait 5-10 ans qu'on en parle de manière très ouverte entre nous, dans la profession, dans les médias. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne avancée, évidemment. Je pense aussi que c'est bien qu'on en parle beaucoup, mais parce qu'on en parle beaucoup, je me demande si parfois on ne surévalue pas le risque aussi. Je pense que c'est pas parce qu'on voit des choses difficiles qu'automatiquement on va développer un syndrome de stress post-traumatique, par exemple. Moi, je vois bien, j'ai beaucoup d'amis qui font ce métier-là, qui travaillent en zone de guerre, et je dirais que moins de 5%, voire moins de 1% ont développé des traumatismes liés au métier. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien d'être sensibilisé à ça, mais c'est pas non plus faire ce métier, c'est pas non plus une condamnation à développer des traumatismes. Non, je pense que ça a été plutôt au début quand j'étais correspondant en Irak et que du coup j'entrais par exemple en Belgique en vacances pendant une semaine ou deux. Et là, la transition n'était pas évidente. Le décalage était vraiment fort. Maintenant, c'est différent parce que je suis plutôt moitié de l'année sur le terrain, moitié de l'année à Bruxelles. Et donc en fait, j'ai deux vies. J'ai mes amis, mon quotidien et mon travail sur le terrain de guerre. Mais je veux aussi mon travail et mes amis et mon quotidien en Belgique. Et maintenant, du coup, je gère ça assez bien, à force d'habitude aussi. Donc non, le retour n'est pas trop difficile. Influencer l'issue d'un conflit, non, je suis pas sûr. Euh, Enfin, c'est difficile à dire en fait. Je pense pas qu'un reportage va changer l'issue d'un conflit, mais je pense que 1000 reportages de plein de médias qui vont aller documenter de manière très précise et très humaine le coût de ces conflits, ah oui, ça peut avoir forcément une forme d'influence. Ça ne va pas forcément mettre fin à la guerre. Là, on voit sur la guerre à Gaza combien de dizaines de milliers d'articles de presse et la guerre continue. Donc là, clairement, on n'a pas d'influence. Euh, mais oui, j'imagine qu'en théorie, on peut avoir une forme d'influence. Mais je suis pas. Disons que je suis assez lucide aussi. Alors, comme je couvre beaucoup les mêmes terrains, là par exemple, j'étais encore en Irak il y a un mois. L'Irak, ça fait 10 ans que j'y vais maintenant. Et donc, je travaille en fait avec des gens que je connais déjà, avec lesquels j'ai déjà travaillé, qui souvent sont devenus des amis aussi. Et si je vais sur un terrain que j'ai jamais couvert encore, ce qui arrive, hein, eh bien, il faut une première fois à tout, ben alors je demande conseil à des collègues qui eux connaissent bien ce terrain-là et je leur demande conseil de est-ce que tu connais un bon fixeur pour aller à tel endroit, travailler sur tel sujet. Et sur la question de la sécurité, j'essaie de travailler avec des gens qui sont expérimentés et donc qui ont un matériel de sécurité, qui connaissent les soins de premier secours. Et s'ils n'ont pas de matériel de sécurité, c'est moi qui leur donne. J'ai plusieurs gilets pare-balles, donc c'est possible. Et j'en garde là, par exemple, j'ai un gilet à Kiev. Et en plus, quand j'y retournerai, je prendrai aussi un deuxième gilet avec moi dans ma valise. Donc j'aurai deux gilets sur place. Donc si jamais je travaille avec un traducteur ou un fixeur ou un chauffeur qui n'a pas le sien, je peux lui donner. À part ça, il n'y a pas grand chose d'autre que je peux faire pour assurer leur sécurité.
Si ce n'est avoir moi-même été formé aux soins de premier secours, par exemple, et que si mon fixeur était blessé sur le terrain, ben, je me sentirais apte à, en tout cas, essayer de stopper les saignements. Bon, ça ne fait pas de moi un médecin hein, de faire des cours de soins de premier secours, mais en tout cas, je suis formé à ça. Toute la difficulté, c'est évidemment qu'eux restent alors que nous, on part. Un moyen de les protéger, ça peut être de ne pas les créditer dans le sujet pour leur propre sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on discute avec eux. Un autre moyen, ça peut être, par exemple, si je dois poser des questions, si je dois apporter des sujets sensibles avec des autorités quelque part, peut-être que c'est moi qui vais les contacter directement et pas via le fixeur. Peut-être que lui va me filer le numéro, va organiser le truc, mais son implication restera secrète. Et c'est moi qui pose les questions directement pour qu'il reste dans l'ombre. Ça arrive aussi. Et puis, et dans vraiment le pire des cas, être prêt à l'évacuer. Ça, j'ai eu le cas avec un fixeur en Afghanistan où il m'en avait fait la demande et donc j'étais prêt à le faire, j'étais prêt à plaider son cas auprès des autorités en Belgique pour qu'il soit accueilli. Et puis finalement, il a changé d'avis et donc on ne l'a pas fait. Mais donc, après, c'est pas parce que même si j'avais pas de garantie d'y arriver, hein, à l'évacuer, mais je pense que c'était possible et j'étais prêt à le faire. Mais finalement, on n'a pas dû le faire. Mais il y a eu beaucoup de cas au moment de la chute de Kaboul et du retour au pouvoir des talibans le 15 août 2021. Beaucoup de médias français ont fait évacuer leurs fixeurs pendant que le pont aérien mis en place par les États-Unis était toujours en activité. Donc ça, c'est un scénario qu'on a vu se reproduire à maintes reprises à ce moment-là. Dans le journalisme en général, mon conseil, ça serait déjà faire une école de journalisme, c'est pas mal. Je sais que c'est une profession où c'est pas obligatoire et c'est tant mieux qu'on puisse avoir fait d'autres études et peut-être même d'autres débuts de carrière et puis de se reconvertir dans le journalisme. C'est possible et tant mieux que ce soit possible, mais c'est plus difficile. Parce que je trouve que c'est bien quand même d'être bien formé à ça, de faire les erreurs dans le cadre scolaire et non pas sur le terrain, parce qu'on fait forcément des erreurs quand on apprend. Mais le problème, c'est que si tu pitches un sujet à un rédacteur qui te le prend et puis que tu rends un reportage de merde parce qu'en fait tu n'avais jamais fait de reportage avant, bah, il ne rebossera plus jamais avec toi. Oui. Et donc ça c'est compliqué. Donc les reportages de merde, il vaut mieux les faire à l'école et apprendre. Et comme ça, une fois qu'on est prêt, on est sorti de ses études, déjà plus ou moins bien formé et pouvoir déjà plus ou moins bien écrire, plus ou moins bien filmer. Sur la zone de guerre, mon conseil, ça serait de ne pas se précipiter. Par exemple, si on prend le cas de l'Ukraine, ok, pourquoi pas. Voilà, tu es journaliste, tu viens de finir tes études, tu as envie de te lancer en Ukraine, ok, vas-y, mais ne va pas tout de suite dans le Donbass. Reste à Kiev, dans les environs, à l'ouest, là où en fait le danger est minime, où il y a peu ou pas de bombardements, où quand il y en a, la défense antiaérienne est suffisamment bonne pour que ça ne représente pas un danger. Faire des sujets plutôt sociétaux, culturels, et vraiment attendre, de ne pas se précipiter, de ne pas directement aller sur le front, ça ne sert à rien. Il y a plein de sujets à faire loin du front. Moi, c'est comme ça que j'ai fait l'Irak en fait. C'est pas quelque chose que j'ai imaginé avant, mais c'est finalement comme ça que ça s'est fait. Et a posteriori, je me dis, j'ai bien fait de le faire comme ça. Il m'a fallu, entre le premier moment où je suis arrivé en Irak et le premier moment où j'ai mis le pied sur une ligne de front active, au moment d'une offensive, il s'est écoulé 1 an. Donc ça serait ça mon conseil. Ok, allez-y, allez en Ukraine, allez en Irak, allez en Cisjordanie, mais prenez votre temps, pas la peine d'aller sur le front, il y a d'autres choses à faire. Et formez-vous. Soins de premier secours et ayez du matériel, gilet pare-balles si c'est nécessaire, casque, trousse de soins de premier secours. Et puis idéalement une assurance, mais je disais moi-même j'ai pas d'assurance parce que c'est devenu impayable. Merci. Merci.